et avec cette rupture, cette technologie de rupture, quelque part, sur l'induction qui va apporter et aider à décarboner un peu Ouais. nos industries. C'est à la fois une technologie traditionnelle, puisque l'induction, ça a plus d'un siècle, et puis c'est à la fois une technologie de rupture, dans le sens où on vient l'appliquer à des endroits où elle était extrêmement peu appliquée. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. Euh, sur l'autre sujet, finalement, du mix énergétique, il y a aussi un enjeu de récupération de chaleur fatale, qui est finalement une énergie thermique indirectement produite dans les processus de fabrication et qui est donc ni valorisée ni récupérée, d'où la chaleur fatale, mais qui présente quand même un fort enjeu. En créant Entente, vous avez voulu vous adresser finalement à la chaleur fatale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà sur ce sujet ? Oui, donc moi je suis donc Stéphane Rey, directeur général fondateur de la société Entente. Donc c'est une société que j'ai fondée avec mon associé Mathias Fonlu. On est tous les deux énergéticiens, on est tous les deux un peu jeunes. Donc quand on a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat, forcément on était sur de l'énergie, durable. Et en tant qu'énergéticien, quand on regarde, en fait, on fait un constat qui est assez rapide, assez simple. C'est que pour produire l'énergie, en général, on produit d'abord de la chaleur pour ensuite produire de l'énergie. Et quand on regarde le gisement, quand on regarde ce qui se fait, en fait, on se rend compte qu'il y a déjà des industriels qui produisent cette énergie-là, qui en utilisent une partie et qui rejettent qui en rejettent en moyenne 60-70% dans la nature. Donc vraiment, nous, ça a été notre pierre angulaire, ça a été d'aller récupérer ces chaleurs fatales, c'est des déchets thermiques, pour en faire une ressource électrique utile. Quand on regarde un peu, donc il y a l'ADEME qui a sorti un rapport là-dessus en 2017-2018 et qui vient de le mettre à jour. On se rend compte que c'est des gisements qui sont autour de 110 TWh annuels de chaleur. On est en majorité sur des basses températures, alors qu'en fait, les technologies actuelles, elles fonctionnent sur des températures qui sont assez hautes. Les technologies, c'est les machines à vapeur, c'est l'ORC. Il y en a d'autres, mais globalement, c'est celle-là. Elle fonctionne sur des températures qui sont au-dessus de 150 degrés. Et en fait, il y a un réel gisement encore sur ces chaleurs-là, et l'étude de l'ADEME qui a été mise à jour le montre, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire depuis la dernière édition. Il y a encore un gisement sur les basses températures. Nous, c'est là-dessus qu'on a voulu œuvrer. Puisqu'en fait, les températures, nous, qu'on adresse, c'est du 60-150 degrés, et le gisement est égal à la chaleur supérieure à 150 degrés. Globalement, pour vous donner un ordre de grandeur, si on valorisait toutes ces chaleurs fatales en électricité à travers le monde, on pourrait alimenter en électricité l'équivalent de l'Union européenne. C'est quand même un gisement qui est énorme et un enjeu mondial majeur. Et tout ça sans augmenter véritablement le bilan carbone, puisqu'on est sur des énergies qui sont assez peu carbonées au niveau des cycles ORC, et sans augmenter le besoin en combustible. Et du coup, au niveau de votre technologie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'ORC en tant que tel et comment vous faites pour adresser finalement ces basses températures ? Ouais, nous en fait, du coup, donc, Société Entente, donc, c'est une société qu'on a créée en janvier 2018. Donc on est une technologie innovante qui est cousine de l'ORC. Alors pour très rapidement le simplifier, en fait initialement il y avait la machine à vapeur, donc on fait chauffer de l'eau, on crée de la vapeur et on fait tourner une turbine avec. Derrière il y a eu l'ORC dans les années 50, donc qui est le même procédé mais qui utilise un fluide qu'on appelle un fluide organique, donc c'est ce qu'on trouve en gros dans les climatisations, dans les frigos, qui a la capacité de fonctionner à des températures qui sont différentes. La machine à vapeur c'est autour de 350, l'ORC ça va fonctionner de 150 à plus de 300 degrés. Nous on apporte une nouvelle idée dessus, c'est que sur la bonbonne où on vient faire chauffer de l'eau, on applique une pulsation à l'écoulement. On vient mettre une vanne qui ferme et qui ouvre la sortie. Quand on ferme, la bonbonne à l'intérieur accumule l'énergie. Quand on l'ouvre, l'énergie sort d'un coup. Et c'est cette pulsation qui va guider nous l'écoulement de la machine et qui fait une modification de la totalité de l'ORC.
Donc sur l'évaporateur, on va avoir une évaporation flash. Sur l'expanseur, qui est généralement une turbine, on va avoir un système piston à 2 temps qui est beaucoup plus adapté à un écoulement pulsé. Au niveau condensation, on va pouvoir se permettre de faire une condensation à contact direct. Et au niveau compression, là où normalement l'ORC utilise une pompe mécanique, donc qui est consommatrice d'électricité et qui impacte le rendement net de la machine, nous on va avoir une compression dite thermogravitaire, donc qui ne va pas utiliser d'électricité, qui va justement utiliser de la chaleur pour remettre en pression le système. Et c'est là notre force, c'est de pouvoir diminuer la consommation électrique de la machine pour optimiser les rendements, avec une technologie au final qui rapproche l'ERC du monde de l'automobile, puisqu'on est sur une machine piston, on est sur des systèmes de soupape qui sont plus simples, qui sont plus robustes et qui du coup vont être moins onéreuses et plus faciles à mettre en place, ce qui nous permet d'adresser des températures de 60 à 150 degrés. Parfait. Merci beaucoup pour ce point. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cet enjeu autour de récupérer la chaleur fatale pour la réintroduire dans le mix. Oui, c'est vrai que c'est un point que je n'ai pas abordé, mais l'objectif de cette production d'électricité, c'est vraiment que l'industriel puisse auto-consommer l'électricité produite. Ce n'est pas de le mettre sur le réseau, et c'est l'avantage qu'ont ces solutions ORC, pas que les miennes, mais toutes les solutions ORC, comparé à du photovoltaïque ou à de l'éolien, c'est qu'on fonctionne et on produit de l'énergie qu'au moment où l'industriel est en fonctionnement. Donc si l'industriel est en 3.8 avec arrêt le week-end, on va produire de l'électricité en 3.8 avec arrêt le week-end. Voilà, merci. Justement, avec une bonne réintroduction du coup dans le mix énergétique de l'industrie. Sur la partie des gaz décarbonés, donc on a aussi évoqué qu'il y a un fort enjeu. On a vraiment cette notion de mix, donc de panel de solutions à développer pour les industriels pour avoir une réponse finalement bien adaptée à leur plan de décarbonation. Il y a de nombreuses problématiques qui ont encore besoin d'être résolues. En particulier sur la partie du stockage des gaz, ça va présenter un réel enjeu. Du coup, je vais demander à notre intervenant à distance de répondre à sa propre question. Déjà, est-ce qu'ils peuvent nous présenter notamment les travaux qu'ils auront à l'INSA sur ce sujet du stockage des gaz et comment est-ce qu'ils répondent à cette problématique? Et puis présenter justement la technologie en particulier sur laquelle ils travaillent. Merci beaucoup, avec plaisir. Donc avant de passer à la partie technique, je vais brièvement me présenter pour que vous compreniez d'où je parle. Donc je suis enseignant-chercheur à l'INSA de Toulouse, donc une école d'ingénieurs, et je suis physicien. Donc je donne des cours à la fois en physique et puis depuis 4-5 ans également sur les enjeux écologiques et énergétiques pour nos étudiants. Je suis également chercheur dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de physique et chimie des nano-objets. On a plusieurs équipes et on a notamment une équipe de chimistes avec laquelle on collabore beaucoup et qui synthétise notamment des nanoparticules, des catalyseurs sur lesquels je reviendrai juste après. Et je fais également partie d'un collectif de scientifiques qui s'appelle l'ATECOPOL pour Atelier d'écologie politique. Donc on est un collectif de 160 scientifiques de la région toulousaine avec comme originalité de provenir de toutes les disciplines et de tous les établissements d'enseignement supérieur du site toulousain, et d'avoir également en commun d'être particulièrement concernés par l'urgence écologique. Et donc, on essaie de réfléchir en commun sur ces questions, et j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Si on revient à la partie technique et au stockage des gaz, ce qui me semble intéressant de mentionner, c'est le fait que, bien évidemment, l'hydrogène est beaucoup mis en avant comme gaz vecteur pour de nombreux procédés, mais finalement, il se heurte à un certain nombre de barrières financières, réglementaires, techniques, puisqu'il faut développer des infrastructures à très grande échelle pour transporter l'hydrogène. Et comme vous le savez probablement, ça pose des problèmes techniques, puisque par exemple, l'hydrogène, c'est une toute petite molécule qui a tendance à fuir. Et donc, son stockage, son transport, c'est assez compliqué techniquement. Et le développement de ces infrastructures va être assez coûteux. Donc, on peut penser à utiliser d'autres gaz vecteurs que l'hydrogène, c'est-à-dire transformer l'hydrogène aussitôt qu'il a été produit en d'autres gaz. Il y en a deux qui me paraissent devoir retenir notre intérêt, c'est le méthane et l'ammoniac.
Le méthane, parce que finalement, on a déjà toutes les infrastructures nécessaires pour le transport du méthane, y compris pour le stockage à longue durée, hein, comme par exemple le gaz qui est actuellement stocké pour l'hiver prochain, comme on en a déjà entendu parler dans l'actualité, mais également des stockages des cargos, par exemple, qui peuvent transporter de l'ammoniac sur des longues distances. Donc, on a déjà les infrastructures pour transporter ces gaz-là. Et donc, finalement, il y a des réactions chimiques, hein, la réaction de Sabatier ou la réaction de Haber-Bosch, qui permettent de transformer l'hydrogène en méthane ou en ammoniac. Alors, le projet sur lequel plus spécifiquement on travaille, nous, c'est en fait utiliser l'induction magnétique, donc en collaboration avec Pierre Pitot et son entreprise, des partenaires, pour activer ces réactions chimiques, donc la réaction de Sabatier ou la réaction d'Haber-Bosch. Et dans ce cas-là, en fait, le principe général, hein, c'est que vous avez un champ magnétique haute fréquence, donc créé par le système d'induction, qui va être généré et appliqué sur un support. Ce support va contenir à la fois des agents chauffants magnétiques, donc des choses qui vont s'échauffer en présence du champ magnétique haute fréquence, et des catalyseurs qui vont catalyser la réaction chimique. Et donc, c'est ainsi qu'on va apporter l'énergie nécessaire à la réaction. L'induction dans ce contexte-là, elle a pour nous deux avantages. Donc, le premier, Pierre Pitot en a déjà parlé précédemment, hein, c'est une forte efficacité énergétique, parce que là, on est en train de parler d'un procédé de power to gas, donc, où la consommation énergétique est cruciale. En gros, si vous utilisez plus d'électricité pour chauffer votre réacteur que ce que vous allez avoir comme énergie à la sortie, finalement, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, on est vraiment là en train d'essayer de regarder de très près quels sont les pourcentages d'efficacité énergétique dans le procédé. Et la deuxième, c'est qu'on essaye d'imaginer la possibilité d'avoir ce genre de système à la sortie directement de systèmes de production d'énergie intermittente, donc des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, qui permettraient de synthétiser de l'hydrogène vert et directement après, par exemple, de l'ammoniac ou du méthane. Et dans ce cas-là, il faut avoir un système qui va pouvoir réagir à l'intermittence, c'est-à-dire passer rapidement de l'état on à l'état off. Et pour ça, l'induction, finalement, est quelque chose qui est très adapté. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette collaboration entre notre laboratoire et ID Partners. Parfait, merci pour ces éléments. Vous travaillez aussi sur les énergies renouvelables et en particulier, justement, la partie solaire thermique. Les énergies renouvelables vont aussi parfaitement leur place dans ce mix énergétique pour l'industrie. Le solaire thermique, donc on commence à avoir des applications, notamment sur la partie cuisson et séchage, peut-être pour des températures assez faibles. Vous travaillez en particulier sur la métallurgie solaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire justement un peu plus sur cette application qui aurait un fort impact potentiellement justement sur ce secteur très émetteur? Oui, avec plaisir. Alors, juste pour replacer un tout petit peu le contexte, c'est vrai que utiliser par exemple le photovoltaïque pour produire de l'électricité pour ensuite générer de la chaleur, finalement, on a des pertes de rendement en ligne, et puis c'est pas forcément quelque chose que je qualifierais d'une technologie très résiliente. Hein. Quand on est donc là, on est dans une technologie qui va énormément dépendre de l'industrie des semi-conducteurs, dont on a vu dans l'actualité qu'elle pouvait être soumise à certaines fluctuations. Et donc, on peut se poser la question de pourquoi pas utiliser directement l'énergie solaire dans les procédés haute température. Donc, nous, on a décidé de se focaliser sur un des procédés assez emblématiques de notre société, qui est la métallurgie. Donc, il faut savoir que la métallurgie, actuellement, c'est 7% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est un procédé qui est basé sur le charbon, et que ce procédé n'a quasiment pas changé dans son principe depuis la révolution industrielle, le charbon étant utilisé à la fois comme source de chaleur et comme réducteur dans la réaction chimique qui va permettre de réduire l'oxyde de fer en fer ou transformer en. Donc il y a un certain nombre d'industriels, dont en Suède, des industriels ArcelorMittal aussi, qui commencent à essayer de décarboner ce procédé, donc notamment en utilisant l'hydrogène comme réducteur, en utilisant des fours à arc électrique pour l'apport de chaleur.
Et donc notre projet, c'est d'essayer d'utiliser directement l'énergie solaire et des réducteurs décarbonés, donc de l'hydrogène également, mais aussi potentiellement l'ammoniac dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc l'ammoniac pourrait être produit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en sortie d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques, mais l'ammoniac peut être aussi biosourcé. Il faut savoir que il est présent dans notre urine, par exemple. Et la valorisation de cette urine fait partie de certains projets. On a des collègues dans certains laboratoires à l'INSEE qui travaillent sur la récupération de l'urine et sa valorisation. Et donc, on pourrait utiliser directement l'ammoniac qui est présent dans l'urine, finalement, pour des procédés industriels. Donc, finalement, remplacer l'industrie, enfin, le procédé qui est basé sur du charbon avec du soleil et de l'urine, ça nous paraît assez sympa comme projet. Voilà. Et donc finalement, en arrivant à atteindre des niveaux de température suffisants, hein, parce que sur la métallurgie, on imagine vraiment des applications de très haute température, avec les technologies solaires donc à concentration, un petit peu comme on voyait sur la photo, on arriverait à atteindre ces températures. Alors c'est une très bonne question. Actuellement, donc, il y a plusieurs manières de produire du métal, hein. Il y a ce qui est présent dans les hauts fourneaux qui va produire de la fonte, on est plutôt aux alentours de 1500 degrés. Ce que les gens appellent la réduction directe du fer, qui est un procédé qui est assez important en fonderie, il est plutôt aux alentours de 1200. Et l'intérêt d'utiliser soit de l'hydrogène, soit de l'ammoniac, c'est qu'en fait, les températures de réaction sont en fait beaucoup plus faibles. On est plutôt à des réactions qui démarrent à partir de 700 degrés. Et donc là, dans notre laboratoire, on a réussi à faire de la réduction d'oxyde de fer de manière complète, avec des températures qui sont plutôt modestes au regard des températures qui sont utilisées de manière traditionnelle dans l'industrie. Donc ce sont des températures qui sont accessibles dans des tours solaires telles que vous les voyez ici sur l'image qui est présente sur ce transparent. Parfait, merci beaucoup pour ces présentations, hein. On voit que l'innovation finalement est très présente et aura un vrai rôle à jouer sur notre mix énergétique de demain. Pierre, justement, avec votre technologie qui voilà, peut avoir des applications maintenant innovantes, est-ce que vous avez identifié des leviers ou des freins à cette innovation ? Bon, alors j'ai commencé par les freins. Il y a un frein, parce que qui dit innovation dit nouvelles méthodes de travail, qui dit nouvelles méthodes de travail dit inquiétude quand on rentre dans le monde industriel. Réflexion typique, on n'est pas un laboratoire de R&D. Les leviers, il y en a beaucoup. Il y en a deux qui font qu'on a des clients industriels qui ont franchi le pas. On a des gens qui ont des productions particulièrement cycliques, en particulier au moment du conditionnement, où il faut travailler avec des petits batchs de façon très rapide. Donc là, les avantages de l'induction en termes de flexibilité, en termes de rapidité de montée en chauffe, en fait de capacité à travailler avec des petits lots, ça fait que les clients, les industriels ont franchi le pas. Le deuxième endroit où ils franchissent le pas, c'est quand on commence à travailler avec des températures qui sont relativement élevées, des températures qui sont de l'ordre de 200 degrés à 300 degrés. Là, les méthodes de chauffage par vapeur commencent à être compliquées à utiliser. L'huile de transfert, c'est aussi compliqué parce que ce sont des produits qui vieillissent, ce sont des produits qui peuvent être toxiques, ce sont aussi des produits qui peuvent transformer une application qui est une application toute simple en application ATEX. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux endroits aujourd'hui, des températures un petit peu élevées, 200-300 degrés, et des fonctionnements très cycliques qui font que l'industriel aujourd'hui franchit le pas malgré l'innovation technologique. Et il y a des secteurs privilégiés qui seraient justement à fort caractère innovant ou qui se lancent plus facilement peut-être Aujourd'hui, on commence à avoir une place relativement importante dans le monde de la cosmétique et de la fusion des cires. Et puis, on commence aussi à avoir une place relativement importante, même si c'est un monde un petit peu traditionnel, dans le monde de l'agroalimentaire pour le contrôle de ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Parfait, merci. Je pense que parmi les
les risques aussi quelque part et les freins à l'innovation, il y a la partie financement. Hein, ça c'est... Ouais, il y a la partie financement. Aujourd'hui, on propose des solutions qui permettent de décarboner, qui permettent d'économiser de l'énergie. Donc oui, la partie financement existe, mais on va dire qu'il y a quand même des aides de l'État. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité comme frein. Ouais, d'accord. Parce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui sont en place. Ouais. Et Stéphane, peut-être sur votre technologie, du coup, que vous êtes en train de construire concrètement en tant que start-up, il y a les leviers de financement qui sont présents, qui sont suffisants. Quel est votre regard là-dessus? Alors oui, il y en a, je rejoins Pierre dessus, il y a beaucoup de leviers de financement, peut-être même trop de leviers de financement, parce qu'on s'y perd un peu à des moments. Il y a vraiment il y a deux facettes à cette pièce. Il y a une facette qui est la vôtre, qui est la facette de l'industriel, la facette du client, où là il y a énormément de dispositifs, parce qu'il y a eu le plan de France Relance, il y a le POIA 4 qui vient de sortir, et puis on a vu là, même dans le salon, il y a OSE-ENR, il y a la Banque de la Transition énergétique, qui sont là, c'est des acteurs qui permettent de financer justement ces actions-là de décarbonation. Il y a les C2E aussi qui sont assez vastes et qui permettent de financer via des C2E standards ou des C2E spécifiques différentes actions possibles. Donc des leviers de financement pour l'industriel, il y en a énormément. Moi de mon côté, du coup, au niveau entrepreneur, au niveau start-up, il y en a aussi. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais malgré tout c'est un sujet qui a le vent en poupe. Donc on a la BPI qui soutient fortement tous ces projets d'innovation sur la décarbonation. On a aussi des investisseurs, on a tout un écosystème qui est pas le même en fait, mais qui se rejoint. Au final, tout l'objet, nous actuellement, de la démarche, c'est de faire coexister ces deux écosystèmes-là, puisque nous, donc, on est sur le développement de notre première machine et on vise l'installation d'un pilote industriel à la fin 2023. Et l'objectif, c'est justement de dérisquer en fait pour le client industriel, pour que lui passe le pas et investisse dans notre technologie. Parfait. Merci. Avant de conclure un peu cette table ronde et de laisser la place quelque part aux questions, si vous en avez, on va prendre un peu de hauteur sur cette partie introduction d'énergie alternative, qui, bien sûr, est un levier essentiel pour la transition énergétique, ça on en est convaincu. Bien sûr, ce n'est pas le seul. Avant même de se lancer justement sur ce changement de mix, il y a un enjeu à travailler sur sa consommation énergétique. Le premier levier pour nous, c'est la partie efficacité énergétique pour réduire sa consommation. Cela, bien sûr, peut et doit s'appliquer à toutes les échelles, que ce soit de la technologie jusqu'au site industriel, voire même justement site industriel dans son territoire, et des problématiques d'éco-parcs industriels à mettre en regard. En tant que chercheur, Julien, vous nous avez parlé justement de ces travaux que vous essayez de faire pour apporter un éclairage sur tout ce qui doit se faire finalement autour de la transition énergétique. Vous avez, je suppose, étudié le récent rapport du GIEC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les autres leviers à mettre en place? Typiquement, je pense au triptyque efficacité énergétique, sobriété, énergie alternative. Peut-être, est-ce que vous avez justement des éléments à nous apporter là-dessus? Oui, tout à fait, merci beaucoup. Oui, effectivement, ce sont des choses qu'on étudie, les rapports du GIEC, et que même on commence à enseigner à nos étudiants. Donc, il y a eu les derniers rapports du GIEC qui sont sortis, ils font plusieurs milliers de pages, donc je vais essayer de les résumer très rapidement pour rappeler à tout le monde quels sont les constats et l'état de l'art scientifique sur le sujet. C'est que également, j'ai oublié de mentionner que les scénarios de transition de RTE, de l'ADEME et de Negawatt sont également sortis cette année, qu'on les a étudiés à la fois avec mes étudiants et avec des collègues. Donc, pour rappeler que les impacts du réchauffement climatique s'aggravent et s'accélèrent, c'est-à-dire que maintenant ils sont désormais visibles, comme dirait François Hollande, le changement c'est maintenant, donc le réchauffement climatique c'est maintenant, c'est plus dans quelques décennies, et on en voit les effets maintenant sur les populations humaines.
Le scénario business as usual, dans lequel on continuerait sur les tendances actuelles, et pour l'instant c'est le cas, on est toujours dans le scénario business as usual, malgré les efforts que beaucoup parmi nous peuvent faire. Ils sont, et il faut très clairement le dire, c'est l'état de la science, ce n'est pas du catastrophisme, c'est catastrophique. Voilà, baisse des rendements agricoles, famine, disparition de nombreux écosystèmes, centaines de millions de réfugiés climatiques et certaines zones de la planète qui deviendraient, à proprement parler, invivables ou très difficilement. Les objectifs des États, d'une part, ne sont pas à la hauteur, ça il faut le savoir, et d'autre part, pour un certain nombre d'entre eux, ne sont pas respectés, y compris la France. Et pour respecter l'accord de Paris, ça nécessite une diminution immédiate, rapide et continue pendant plusieurs décennies des émissions de gaz à effet de serre. Je vous rappelle les engagements de l'Europe, moins 55% en 2030, c'est-à-dire une décroissance de 8% par an qui commencerait dès cette année. Ce qui est également clair à la fois dans les rapports du GIEC et dans les rapports RTE et ADEME, c'est que l'approche tout technologique ne sera pas suffisante. Une évolution de nos modes de vie dans les pays occidentaux est nécessaire, et la sobriété des usages est quelque chose qui est relativement indispensable pour réussir cette transition. Face à cela, malgré l'alerte des scientifiques, on a une très grosse inertie qui est alimentée par un greenwashing qui est extrêmement développé dans la société. Et donc, on a, avec tous les collègues scientifiques, on a sorti un livre qui est publié au Seuil il y a quelques semaines sur le greenwashing. Donc, c'est un ouvrage collectif avec une trentaine de scientifiques qui parlent de greenwashing et qui abordent des sujets qui sont également présents dans cette conférence sur la compensation carbone, la croissance verte, l'économie circulaire, la finance verte, la neutralité carbone, la responsabilité sociétale des entreprises, etc., etc. Et donc, je vous invite à aller lire ce que les scientifiques disent de ces sujets, et pas seulement les économistes, les politiques ou les industriels. Et donc, j'ai eu l'honneur et l'avantage d'écrire une partie sur l'énergie décarbonée dans cet ouvrage. Et donc, face finalement à ce greenwashing, au fait que la trajectoire que nous suivons n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, j'aimerais faire un appel qui est vraiment quasiment l'appel d'un scientifique désespéré aux entreprises, pour dire qu'en fait, vous êtes entendus par les politiques, vous et les économistes, alors que les scientifiques ne sont pas du tout entendus par les États et par les politiques en général. Et donc, vous avez probablement beaucoup plus que nous la possibilité de passer le message et de prendre en compte les alertes des scientifiques dans les messages que vous allez passer aux politiques, dans vos propres stratégies de développement. Et donc, probablement qu'il serait souhaitable que des entreprises qui ont vraiment comme objectif d'essayer de respecter les accords de Paris s'unissent en prenant des engagements assez forts sur le respect de ces engagements, sur le fait d'arrêter le greenwashing, sur le fait d'arrêter la compensation carbone, par exemple, qui en fait n'a aucun effet positif, hein, je dis bien aucun. Donc, il faut arrêter les histoires de compensation carbone et d'engagement à la neutralité carbone avec de la compensation. Il faut juste réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc vous êtes, moi je suis universitaire, hein, vous êtes des entreprises, donc vous êtes beaucoup mieux placés que moi pour savoir ce que vous avez à faire dans ce domaine. Mais je pense qu'il est vraiment important d'avoir une réflexion systémique sur ces activités, c'est-à-dire en prenant en compte tous les aspects, à la fois notamment de résilience, les aspects des impacts environnementaux, pas uniquement l'aspect émission de CO2, et d'essayer de développer des produits qui sont à la fois sobres, résilients, réparables, indispensables. Bien avant la crise des semi-conducteurs, moi je disais à mes étudiants que je pensais que c'était une très mauvaise idée de développer des voitures qui ne fonctionnaient pas si on n'avait pas des puces électroniques à l'intérieur. Voilà, donc de mon point de vue, le développement de technologies qu'on appelle low-tech, qui s'opposent au low-tech, donc c'est des technologies qui sont justement sobres, résilientes, réparables, c'est très intéressant.
Et notamment dans les écoles d'ingénieurs dans lesquelles j'enseigne, les étudiants sont particulièrement intéressés par ces concepts. Et donc, si vous voulez attirer des brillants étudiants, leur dire que vous allez travailler sur ce genre de technologie, c'est quelque chose qui est, je pense, à la fois bon pour la planète, mais aussi bon pour le recrutement dans les entreprises. Car je peux vous garantir qu'actuellement, il y a des étudiants parmi les plus brillants, généralement, qui préfèrent devenir boulanger que d'aller travailler dans des entreprises qui vont fabriquer des produits qui vont destiner à continuer le business as usual et augmenter les impacts environnementaux. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à considérer. Et je pense aussi de ce point de vue-là, du point de vue des entreprises, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser votre puissance de lobbying auprès des États pour aller vers du mieux-disant environnemental. C'est-à-dire que finalement, on a souvent la vision des réglementations environnementales comme étant le truc un peu anti-business qui empêche finalement de faire du business. Moi, je pense qu'on peut le voir différemment, c'est-à-dire que dans un système un peu concurrentiel, puisqu'on est évidemment dans un système d'entreprise, donc avec des gens qui sont en concurrence, des acteurs qui sont en concurrence, avoir des acteurs qui vont inciter les pouvoirs publics à avoir des réglementations environnementales de plus en plus strictes, empêcher le greenwashing, empêcher de raconter n'importe quoi et avoir des produits qui soient vraiment du mieux-disant environnemental, ça peut devenir un très fort facteur de concurrence. C'est-à-dire que si vous êtes un fabricant de voitures et que vous développez des voitures, vous mettez toute votre énergie à développer des voitures sobres, résilientes, de 500 kg, électriques, pas SUV, etc., et qu'après vous faites du lobbying pour interdire les voitures de plus de 500 kg, ben vous aurez fait à la fois du bien à la planète, contribuer à respecter les accords de Paris, et puis éliminer du marché des gens qui vendent des SUV de 1,5 tonne qui font exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour la transition énergétique. Voilà. Merci Julien. Ouais, merci pour ce message qui, je pense, est passé. C'est sûr qu'on va avoir finalement cette multiplicité de réponses. Et ce qui était aussi intéressant dans le rapport du GIEC, quelque part, c'était aussi on a les solutions en main actuellement. On a des choses à faire. On peut les faire, on voit, on a des innovations qui existent, des startups qui sont là pour adresser justement les problèmes qu'on a encore à résoudre sur l'intégration d'énergies alternatives, sur l'efficacité énergétique, sur des problématiques d'économie circulaire, d'efficacité matière, de re-engineering auxquelles on pense actuellement. Donc voilà, les clés sont dans vos mains. Et j'espère que ce message-là, en tout cas, sera passé. Est-ce que vous avez peut-être rapidement quelques questions pour nos intervenants ? Ah oui. Oui, bonjour, Jean-Pierre Clairec, Energy Pool. J'ai un commentaire à faire, notamment sur le dernier intervenant, et puis une question. Le commentaire qui est un désaccord, je pense qu'il ne faut pas demander aux industriels de passer des messages, mais vraiment d'agir. Et on avait un intervenant ce matin qui disait c'est le call to action. Et vraiment, c'est aux industriels d'agir et pas de passer des messages. On n'a rien à attendre, effectivement, de l'environnement. Il faut vraiment agir et je pense qu'on peut le faire. Et on a eu des exemples, j'en ai présenté un ce matin, je pense que les industriels sont maintenant en train d'agir et on trouve des industriels, des environnements capitalistiques où des actionnaires prennent des décisions parce que c'est réellement bon pour la planète, il y a des choses qui se passent. Donc ça c'est le commentaire. Et la question que j'ai, elle est sur les freins finalement au développement des énergies alternatives. Donc vous avez des façons de penser sur la façon de transférer la chaleur d'une source d'énergie vers un process, par exemple. Comment est-ce que vous intégrez les résistances liées aux environnements, les notions de qualification, quand on a un acieriste, par exemple, qui passe d'une énergie à une autre, le fait de changer la source d'énergie, ça peut avoir des effets pervers. Dans le domaine de l'agroalimentaire, on peut imaginer ces choses-là. Donc,
Il y a des questions de qualification, de changement de procédé qui sont, de mon point de vue, assez majeures. Et là, j'ai un background d'industriel très fort et de qualiticien très fort. Et je pense que même si vous avez la solution thermique parfaite, en termes de qualification, ça peut être une difficulté. Donc, je voulais avoir votre réaction sur cette problématique. Moi, je peux répondre un peu sur la partie agroalimentaire, puisque c'est une partie de nos clients. Il y a deux aspects. Il y a en effet un aspect où aujourd'hui on a un client qui est content d'avoir de l'induction parce que ça lui permet de mieux maîtriser une partie de ses procédés. Et puis je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un vrai frein. Nouveau procédé de chauffage, une inquiétude, besoin de requalifier des procédés. Ouais, c'est un frein. Et moi, je rejoins par contre Julien, puis je rejoins aussi la fiche qui était en bas. C'était marqué c'est pas en pissant sous la douche qu'on va résoudre les solutions, qu'on va résoudre le problème. C'était Time for the Planet. On a, dans nos discussions, en particulier avec les grandes sociétés, une discussion qui est difficile, avec des gens qui disent moi, je veux pas prendre de risques, je veux qualifier mon procédé, ça fait 30 ans que je bosse comme ça, 10 ans, 15 ans, je veux pas prendre de risques. Donc ce que je vais faire, je vais changer ma chaudière. Et ça s'arrête là. C'est triste. Enfin, il y a quelque part, ouais, je rejoins, qualification, pas prendre de risques, et prendre un risque et emmener son entreprise avec soi. Je crois que c'était avec Alice la dernière fois, il y avait quelqu'un qui était dans la fonderie, sidérurgie. Il a dit, je sais pas, j'ai peut-être y passé, mais il fallait le faire, je l'ai fait. C'est sûr que de toute façon, autour de ces propos, je pense qu'il y a eu ces dernières années une prise de conscience assez majeure sur le fait qu'il faut déjà la notion de décarbonation a émergé. C'est une notion qui commence à impliquer réellement les industriels. Alors pour des convictions, j'espère, personnelles, et parce que voilà, tout le monde commence à partager ces notions-là, mais aussi finalement par la force des choses, avec les problématiques qu'on a actuellement sur le prix des énergies, qui deviennent des vrais leviers d'action quelque part sur des projets qui n'étaient pas rentables suffisamment rapidement auparavant et qui maintenant deviennent nécessaires et très vite rentables, donc qui peuvent être intéressants. Mais c'est sûr que oui, ce passage à l'acte, on commence à le voir. Enfin, c'est en place depuis un certain temps, mais ça commence à bien s'accélérer, je pense, sur ces sujets. Et oui, parmi les risques qu'on peut identifier quand un industriel va s'engager sur un projet innovant, surtout si ça touche à son process, ça va être, il y a un enjeu de formation à la nouvelle technologie. Il y a des moyens de mitiger un peu ces risques. Donc ça peut justement passer par soit des moyens de formation qui sont mis en place, peut-être par, typiquement je pensais au programme ProRéféi par l'ADEME, qui aidait à avancer sur un projet d'amélioration de l'efficacité énergétique, mais aussi du dérisquage de projet déjà dans la partie financement de la solution, où on va passer par du tiers financement, par des sociétés de projet qui vont aider à dérisquer le projet et à faire avancer l'industriel, j'espère, plus vite. Ou en tout cas essayer de le convaincre sur ce dernier pas qu'il a à faire pour aller vers l'innovation décarbonée. Oui. Peut-être juste pour une façon de dérisquer, c'est aussi de partager les expériences. Et là, je pense que vous avez un rôle important à jouer, et cette audience-là aussi. C'est vrai. On essaye justement de partager ces résultats d'études qu'on peut avoir, ces innovations dont on voit où il y a des retours d'expérience qui existent déjà ou qui sont en train de se bâtir, des projets qui sont en train de naître, et de pouvoir dire finalement aux industriels non, cette technologie-là, elle existe déjà, elle est déjà implantée. Oui, c'est dans un secteur, mais pourquoi pas essayer de la reproduire dans un autre. Ça aide aussi à rassurer dans la partie diffusion d'informations et information tout court sur ces différents sujets technologiques. Peut-être une dernière question avant qu'on se fasse éjecter de la salle. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Alors, je vais essayer d'être rapide.
Donc Alexandra Novak, cabinet de Gaulle Florence Associés. J'ai une question pour Monsieur Ray. Et là, c'est par rapport aux technologies un peu d'autoconsommation. On est sur le thème de l'efficacité énergétique avec des technologies comme l'ORC. Je me posais la question de votre technologie, parce que vous parliez d'une combustion et d'une puissance calorifique qui est moins importante, puisque l'ORC parfois a une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW. Et peut-être aussi émetteur de gaz à effet de serre. Est-ce que vous, justement, le fait d'utiliser une source thermique, d'après ce que j'ai compris, qui est moins, au niveau de la puissance, moins élevée, vous permet d'être moins émetteur de gaz à effet de serre? Parce que là, du coup, on est dans une situation un peu complexe. On est dans de la recherche d'efficacité énergétique avec la valorisation des gaz résiduaires, et en même temps une installation qui est émettrice de CO2. Voilà, une petite question technique pour vous. Merci. Merci pour la question. Ce qui me permet de préciser, l'ORC n'a pas de combustion interne. C'est exactement comme une clim, c'est-à-dire qu'on fait une évaporation, une condensation d'un fluide de travail, mais on est sur un circuit fermé, il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas de rejet de CO2 voilà. Après, c'est vrai que sur le rejet, l'ORC peut fonctionner aussi bien sur une chaleur qui a été faite via une combustion de gaz ou de charbon ou de fioul ou de biomasse ou de biogaz ou des rejets initialement électriques. C'est complémentaire en fait, puisque l'industriel va peut-être changer sa chaudière, mais des rejets de chaleur, il y en aura toujours. Qui plus est, après, il y a des circuits de refroidissement qui, eux, existeront toujours. Mais je suis d'accord avec vous, et c'est toute la discussion qu'on a actuellement, c'est la qualification de notre production comme énergie renouvelable, parce qu'en fait, notre technologie, la même technologie, si elle est sur une centrale biomasse, est considérée comme une électricité renouvelable, sur une centrale gaz, ne l'est pas. Alors qu'on parle d'exactement la même technologie et on parle de valorisation d'un rejet thermique qui existe dans tous les cas. Le pas a été fait au niveau des déchets ménagers, puisque la valorisation de déchets ménagers en électricité est considérée comme renouvelable, alors que on est sur un déchet ménager. On peut aussi se questionner sur le fait que ce soit quelque chose de vert, les déchets ménagers. Donc il y a un chemin à faire là-dessus. De toute façon, ça convergera, puisque les chaudières tendent à s'amenuire, et du coup on va être sur des combustions qui sont de plus en plus vertes. Mais oui, en effet, si on prend le bilan carbone au global, il y a une différence. Je ne sais pas si je réponds à la question. J'espère ne pas avoir donné l'impression de m'enfuir. Je ne l'ai pas fait. Parfait. Merci à tous. De toute façon, si vous avez d'autres discussions à avoir directement avec ID Partner et Entente, je crois qu'ils sont des stands. Oui, voilà. Stand d'innovation à côté du salon 2. Voilà, exactement. Et puis Pierre, donc je vous êtes de toute façon situé, je crois. J'ai oublié le numéro du stand. Je crois que c'est vers les C. Donc voilà, je vous laisse les retrouver pour d'autres questions. Merci beaucoup à vous pour votre attention. Et puis, bonne continuation pour ce salon. Merci Lucie. Merci. J'étais étonnée que vous ne mentionniez pas l'industrie papetière. Oui, on travaille dans cette industrie papetière. Parce qu'en termes de chauffage à la vapeur, ça se pose là quand même. Alors, on fait pas la présentation, mais les deux rapports, les questions